OK. Donc, mesdames et messieurs, chers collègues, amis et membres de Pléiada, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui lors de notre conférence invitée déjà. Oh. Ouais. Et je pense que notre présidente a disparu de manière tout à fait inattendue, mais en espérant qu'elle reviendra très, très vite, comme on connaît ces histoires-là. On les connaît, on les maîtrise, on disparaît, on revient. Et ceux qui restent continuent en espérant qu'on va rester nombreux connectés, je l'espère pour nous tous, puisque en effet, notre conférence d'aujourd'hui est organisée par l'Association des romanistes polonais Pléiada dans la suite des conférences prévues pour cette année. Et nous avons l'immense honneur et la joie d'accueillir aujourd'hui Madame la professeure Katarzyna Karpińska-Szaj. Bonjour, bonjour encore une fois. Bonjour. De cette façon formelle. Et puis, c'est à moi la joie encore une fois de dire ce petit mot d'introduction, si vous permettez bien, pour introduire la personne, le sujet de la conférence. Madame la professeure Katarzyna Karpińska-Szaj dirige le département de l'acquisition du langage et de la glottodidactique à l'Institut de philologie romane à l'université Adam Mickiewicz à Poznań. Nous connaissons dans la plupart des cas ces recherches, ce texte qui se concentre sur une problématique très vaste, quoique oscillant, je dirais, autour de quelques idées précises, notamment l'enseignement des langues face à ce qu'on appelle les besoins éducatifs individuels ou spécifiques des apprenants. Ensuite, la pédagogie inclusive et sa mise en place dans le contexte éducatif polonais, avec un accent qui est mis sur donc, les élèves en difficulté du langage, en classe de langue, et sur leur fonctionnement cognitif, linguistique, mais aussi social et émotionnel. Et ces dernières années, notre collègue s'est concentré également sur la reformulation en tant que stratégie d'apprentissage d'une langue étrangère. Alors, il est facile de remarquer que ce sont des sujets, j'aurais envie de dire, fragiles. Puisque, en effet, il y est question de déficits, de troubles, de difficultés. Mais attention, parce que le fait que ce sont des sujets, comme je viens de le dire, en quelque sorte fragiles, ne signifie pas la manière de le traiter figé ou fermé ou basé sur une sorte de compassion qui ne dépasse pas cette étape émotionnelle. Au contraire, mon éminente collègue et ma très chère amie en même temps va toujours plus loin. Considère donc ces sujets comme étant, ces situations, comme étant en voie de changement, en voie de transition. Et donc, elle milite tout le temps et toujours, et dans tous ses textes, pour des solutions originales, pour des solutions raisonnées et raisonnables dans un contexte donné. Et dans ce sens-là, également, nous voyons avec le sujet qu'elle va tout de suite traiter avec nous, cela va en effet, une nouvelle fois, concerner cette thématique. Le sujet étant donc, je le répète, les recherches sur la rééducation des troubles du langage et la didactique des langues pour un dialogue interdisciplinaire. En effet, les deux mots-clés sont là, le dialogue, toujours et partout, et l'interdisciplinarité. Je me souviens dans un texte très récent, Kasia, tu as dit que c'est un grand défi pour la didactique des langues, les recherches interdisciplinaires et la prise de conscience de ce besoin
d'interdisciplinarité que nous avons. Je te passe la parole et je t'invite à partager avec nous cette réflexion. Merci. Merci beaucoup de cette introduction. Bernadette est là aussi. Hein. Donc, je vais partager d'abord avec vous l'écran. J'espère que ça va se bien passer. Ça va, on voit ça bien. Va? Mm-hmm. Un instant encore. J'en profite pour vous saluer tous parce que je ne sais même pas à quel moment j'ai été coupée. Je continuais mon petit mot de salutation alors que j'ai reçu des messages comme quoi je n'étais pas connectée. Donc, je profite de ce petit moment pour encore une fois saluer tout le monde et remercier Katarzyna Karpińska-Szaj d'avoir accepté notre invitation et je redonne la parole à notre conférencière. Merci bien. Merci d'être présent ce samedi matin pour parler du sujet, cette fois-ci glottodidactique, qui parmi d'autres sujets passionnants dans le domaine, est un sujet qui me préoccupe déjà depuis un certain temps et pour être franche, depuis plus qu'une vingtaine d'années. Il est notamment question des enfants pour qui l'acquisition des langues est source de difficultés. Or, pour faire face à la demande de Bernadette et des collègues de Pléiade qui m'ont chaleureusement invité à prendre la parole sur cette problématique, j'aimerais aborder ce sujet dans l'optique des recherches interdisciplinaires. J'aimerais donc discerner quelques pistes de recherche psycholinguistique et pédagogique qui ont un impact important sur la conceptualisation de ce phénomène en didactique des langues. Et à la fin, j'aimerais présenter quelques exemples d'études empiriques directement ancrées dans le contexte d'enseignement-apprentissage de langue aux enfants en déficit du langage. Avant de le faire, permettez-moi une clarification d'attitude vis-à-vis de l'idée d'acquisition et d'enseignement des langues aux enfants avec le trouble du langage. Disons d'emblée que la question est-ce qu'ils peuvent apprendre une nouvelle langue n'est plus valide. On ne s'interroge plus s'ils peuvent, s'ils sont en mesure, si ce n'est pas trop difficile pour eux d'apprendre une nouvelle langue. Cette question est donc invalide. On propose une autre, à savoir comment assurer un apprentissage propice. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet apprentissage soit propice de différents points de vue? Et pour répondre à cette question, il faut se rendre compte des objectifs qu'on propose à chaque enfant, à chaque apprenant. Ce sont des objectifs éducatifs tels qu'ils sont définis dans le cadre européen de référence, comme développer les compétences qui rendent possible l'activité discursive adaptée au contexte socioculturel. C'est bien évidemment valable et important pour chaque enfant, y compris l'enfant en situation de déficit du langage. Cet objectif est complété ou plutôt explicité avec un commentaire qu'on peut lire dans le supplément qui date de 2018, poursuivre le développement cognitif, sémiotique et social, d'acquérir des capacités cognitives dès le début de l'apprentissage des langues. Donc, c'est mis dans le supplément de cadre européen de référence qui est relativement récent. C'est surtout cet objectif qui est aussi important dans l'éducation des élèves en déficit du langage, parce qu'on peut toujours développer les compétences cognitives de l'élève, bien que parfois les compétences en langue étrangère ne sont pas satisfaisantes, ou en tout cas, ils n'atteignent pas le niveau de compétences qui peut justement garantir l'échange fluide avec l'autre. Donc, on propose des objectifs rééducatifs qui sont en lien justement avec ce prérequis du développement cognitif, donc développer le savoir général et la compétence d'apprentissage général de l'enfant, et aussi compenser des déficits en langue maternelle. Donc, cela présuppose aussi la synergie entre les langues,
Donc, le travail dans le cadre d'enseignement-apprentissage, où il y a des va-et-vient entre les langues, où on peut justement s'interroger sur le fonctionnement aussi en langue maternelle. Cette approche n'est pas nouvelle. Elle date des années 90, où Roulet avait proposé la pédagogie intégrée, mais cette intégration concernait la langue maternelle et les langues étrangères, dans le sens les compétences acquises déjà en langue maternelle peuvent déboucher sur l'amélioration des compétences en langue étrangère. Roulet avait dit qu'un apprenant apprendra d'autant mieux un type de structure en langue seconde ou qu'il en aura préalablement compris le principe en langue maternelle. Donc, la maîtrise de la langue maternelle était un garantissait le succès de l'apprentissage en langue, des langues étrangères. Dans les années 90, on a eu la conception de Michel Candelier de l'Université de Maine, qui avait proposé une approche connue sous le nom d'éveil aux langues. Donc, Michel Candelier voulait sensibiliser les enfants à la diversité des cultures, des langues, aussi par les transferts entre les langues. On attendait que l'éveil aux langues induisait chez l'élève les effets favorables dans 3 dimensions. Donc, il s'agissait d'abord de développer les représentations d'attitudes positives vis-à-vis des langues différentes, des cultures différentes. Il s'agissait aussi de développer d'aptitudes d'ordre métalinguistique et métacognitive, ce qui est très important dans le cadre des recherches qui sont actuellement continuées, qui concernent les enfants en situation d'handicap ou déficit du langage, et finalement le développement d'une culture linguistique et donc des savoirs relatifs aux langues, de construire un ensemble de références et dans la compréhension du monde multilingue et multiculturel dans lequel l'élève est amené à vivre. Donc, c'est absolument actuel. Cette approche a débouché sur, par exemple, différents programmes comme Rome ou comme Slave qui s'est basé sur le transfert interlangue à partir de la grammaire d'hypothèse, par exemple. Donc, en observant une langue, on développait les compétences en langue nouvelle. Et aujourd'hui, on continue. Aujourd'hui, les activités lancées par l'approche éveil aux langues continuent, mais elles s'étalent aussi sur la langue maternelle, aussi sur la langue des signes, qui ont d'ailleurs pris le même statut descriptif dans le cadre européen des références, surtout dans le supplément, la langue des signes ont le même statut que la langue phonique, sont considérées aussi comme langue étrangère, comme les langues étrangères. Il y a une condition quand même, à savoir l'acquisition d'une deuxième langue peut avoir des répercussions bénéfiques sur la compétence en langue première dans la mesure où cette acquisition constitue pour le locuteur une occasion de décontextualisation de ses connaissances en langue première. Ça ne va pas de soi. Donc, l'enfant en situation de déficit ne peut pas le faire de manière automatique. Il faut un étayage, il faut une sorte de médiation avec lui pour qu'il puisse justement développer ce regard critique, métacognitif vis-à-vis de son fonctionnement en langue maternelle et en langue étrangère. Pour parler des recherches qui apportent des explications ou quand même apportent des informations quant au fonctionnement des élèves qui éprouvent des troubles du langage, on a affaire surtout à des recherches psycholinguistiques qui examinent, qui se basent sur l'analyse des corpus pour détecter notamment les problèmes liés au développement de la compétence linguistique. Et là, on observe beaucoup de choses grâce aux corpus qui sont relevés, qui sont analysés après par les psycholinguistes. On sait comment la langue se manifeste dans la situation de déficit. Donc, on observe par exemple les troubles articulatoires, les troubles prosodiques,
le problème de grammaire, l'incapacité de catégoriser les éléments de langue. Donc, par exemple, la personne qui est atteinte de troubles du langage ne sait pas différencier les verbes des subjonctifs, etc. Donc, il y a un mélange de catégorisation. Donc, là, pour vous donner quelques exemples, voilà un exemple du corpus de fautes qui des personnes malentendantes. On voit ici dans la couche verbale, donc ce qui a été dit par ces personnes, les fautes qui sont, à vrai dire, typiques pour les apprenants, pour ceux qui apprennent la langue étrangère, le français comme langue étrangère, comme par exemple l'omission et substitution de prépositions, les problèmes d'auxiliaires, l'omission d'articles, l'omission d'objets, l'objet nul. Donc là, on observe justement cette manifestation erronée est visible par rapport à la grammaire, par rapport à la construction des phrases, des énoncés de ce qui est dit par les personnes avec des troubles du langage. Une autre catégorie de fautes est aussi retenue par des psycholinguistes, les fautes qui concernent plutôt le sens. Donc, il y a par exemple un mélange de difficultés, de confusion entre les termes proches et des termes éloignés aussi. Des termes proches, par exemple, ici, j'ai hâte de visiter le tableau au lieu de voir, examiner. Donc, à vrai dire, c'est rarement observable chez les apprenants qui apprennent le français langue étrangère, sauf quelques cas, bien évidemment, où on ne connaît pas le mot. Il n'égout pas le tableau, au lieu de dire il n'aime pas le tableau, etc. Donc là, ce sont des fautes qui sont plutôt relatives à la conceptualisation. Ce sont les fautes qui ne sont pas relatives aux constructions grammaticales, mais plutôt à la compétence notionnelle, la conceptualisation. Et c'est un défi dans la rééducation, n'est-ce pas? Parce qu'on peut travailler l'articulation, on peut travailler la compétence grammaticale en corrigeant tout simplement les fautes et en s'entraînant pour que la prononciation, l'articulation soit compréhensible. Mais par contre, les catégories de fautes qui sont relatives au sens sont vraiment difficiles à prévoir, même si on possède le corpus de production de personnes qui sont justement atteintes de certains troubles. Donc, ceci ne veut pas dire qu'une autre personne va avoir le même problème de construction du sens. Donc, pour compléter cette image, quelques exemples qui sont relatifs au polonais. Par exemple, au lieu de dire l'arc-en-ciel, une personne atteinte de la surdité profonde avait appelé ce phénomène qui apparaît après la pluie un essuie-glace. Donc, justement, parce qu'elle avait attaché de l'importance au fait d'éliminer les gouttes d'eau du ciel. Et donc, comme ça peut penser à un essuie-glace et non à l'arc-en-ciel. Un raisonnement qui peut nous surprendre, les abeilles ne sont jamais malades et si on mange du miel, on n'est pas malade. Quelqu'un qui est gai montre les dents parce qu'un indice le plus important, c'est le fait de montrer les dents quand on sourit, etc. etc. Donc là, ça peut nous surprendre. C'est toujours très individuel. On ne peut pas former des catégories de fautes et proposer après des démarches rééducatives. C'est c'est vraiment difficile à prévoir. Mais en tout cas, on sait que cette catégorie de fautes, les fautes notionnelles, conceptuelles, sont très importantes dans la rééducation. D'autres observations, d'autres recherches concernent le fonctionnement des personnes en situation de déficit dans la situation de ces personnes qui sont dans la situation du bilinguisme précoce. Donc, on observe
le développement de la compétence bilingue des enfants. Est-ce que le fait d'être bilingue nuit au développement des compétences linguistiques ou non nécessairement? Et les résultats de ces recherches sont assez favorables dans le sens de la rééducation des élèves en situation de déficit parce que l'acquisition de deux langues, il s'avère à partir de ces recherches que l'acquisition de deux langues en même temps n'a pas d'impact négatif sur le développement des compétences communicatives et cognitives. Il y a des caractéristiques propres, bien évidemment, de ce développement, mais quand même, éliminer une langue de la vie de l'enfant est complètement dépourvu de sens parce qu'il y a un prix à payer, un prix affectif à payer. Par contre, dans le sens du développement des compétences linguistiques, ça ne change pas grand-chose, même c'est plutôt nocif que positif. Les mêmes troubles apparaissent dans l'acquisition monolingue et dans l'acquisition bilingue. Donc, à partir aussi de l'observation du corpus des enfants bilingues, on a pu constater que ça n'a pas d'importance si l'enfant est monolingue ou bilingue, les mêmes problèmes vont apparaître. Et ce qui est aussi important dans le sens des études sur l'acquisition du langage par les enfants en situation de handicap, c'est le fait que le transfert entre les langues est observé chez les enfants avec et sans handicap, déficit. Donc, les enfants sont capables de faire le va-et-vient entre les langues, de profiter de ces compétences, de leurs compétences en une langue pour les transférer vers la situation d'apprentissage ou d'acquisition d'une autre langue. Donc, pour parler de l'impact de ces études sur l'enseignement des langues étrangères dans la situation de déficit, on sait que la spécificité d'acquisition bilingue peut constituer un point de repère pour évaluer le niveau de compétence. Ceci veut dire que si on examine la maîtrise en langue des enfants en situation de déficit, le point de repère, c'est plutôt la compétence bilingue naturelle que la compétence monolingue. Parce que les enfants en situation de déficit n'acquièrent pas la langue de manière spontanée. Cette situation a plutôt des caractéristiques de l'apprentissage conscient, ou en tout cas étayé ou médiatisé par le thérapeute. Donc, la rentabilité thérapeutique des activités doit être axée sur le transfert entre les langues. Ça confirme l'idée de départ que, justement, pour aider, pour pouvoir travailler avec l'enfant avec des troubles du langage, il faut, c'est bien avantageux de travailler les langues en synergie. Les recherches pédagogiques sont aussi exploitées dans la didactique de langue pour beaucoup de raisons. Entre autres, on essaye d'organiser l'apprentissage qui se base sur la conception universelle. Donc, un apprentissage qui peut être propice, qui peut être favorable aux élèves sans déficit et à ceux qui éprouvent des difficultés. Donc, pour réaliser cet objectif, on examine si les méthodes proposées dans la situation de déficit, donc les méthodes thérapeutiques, sont rentables, peuvent être appliquées aussi dans un milieu ordinaire, à l'école ordinaire, et si les méthodes ordinaires peuvent être aussi appliquées, proposées dans la situation de déficit. Et une autre question qui se pose, c'est justement comment personnaliser l'éducation, donc comment personnaliser le parcours d'enseignement dans le milieu ordinaire. Et à titre d'exemple, voilà une méthode qui est proposée aux enfants ordinaires.
la grammaire rythmée de Jan Zarańska. Je crois que vous n'allez pas entendre le son. Mais vous voyez, je crois, le mouvement du corps de cette fille. Elle chante les catégories grammaticales, donc la conjugaison des verbes est chantée, est rythmée. Donc, les enfants qui exploitent cette méthode, chez ces enfants, on avait observé l'amélioration de la mémorisation des catégories grammaticales. Et cette méthode est proposée dans un milieu ordinaire, mais elle était très efficace aussi si on propose aux enfants, imaginez, avec des déficits d'audition, donc aux élèves déficients auditifs. Pourquoi? Parce que justement, cette méthode se base sur l'intonation et le rythme. Peut-être ça vous fait penser à la méthode de Peter Guberina, donc la méthode verbotonale, qui a été proposée à l'époque justement à partir de l'observation du comportement langagier des personnes sourdes et malentendantes. Donc, ce n'est pas ça, parce que Guberina, l'objectif de la méthode de Guberina était d'améliorer la compréhension auditive. Donc, la méthodologie SGAR se basait justement sur ce prérequis. Zarańska a un autre objectif. Son objectif est d'accélérer l'apprentissage de la grammaire par l'intégration du travail des deux hémisphères. Aux enfants en déficit du langage, elle apporte le rythme et l'intonation qui sont des facteurs de prime importance dans le développement de non seulement de la mémorisation, mais aussi de la compréhension. Une autre approche qui est proposée dans un milieu ordinaire aux jeunes francophones, aux petits français, qui passent de la langue orale vers la langue écrite et qui ont notamment des problèmes d'orthographe. Donc, c'est alphonique, une méthode proposée par André Martinet, est une écriture du français où chaque son vaut une lettre et chaque lettre vaut un son. Pour ceux qui débutent dans l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, donc les enfants ordinaires, mais aussi les enfants dyslexiques, les étrangers, écrire en alphonique est un soulagement car il permet de ne pas s'embarrasser de l'orthographe. L'élève peut donc déployer sa créativité sans craindre de faire des fautes d'orthographe. Bien évidemment, l'alphonique est un outil temporaire. Quand on maîtrise l'écriture et la lecture, on passe à l'orthographe en douceur. Et ce passage, donc là, vous avez l'écriture alphonique. Là, la phrase « porter ce vieux whisky blanc », etc. est mise en écriture alphonique, donc l'écriture simplifiée, où il n'y a pas de piège orthographique. Donc là, ce passage douce vers l'orthographe permet surtout aux enfants dyslexiques de penser les stratégies de contrôle, donc de surveiller ces opérations mentales pour pouvoir écrire après de manière plus correcte et orthographiée. Et cette méthode a été proposée justement dans l'enseignement du français langue étrangère aux enfants dyslexiques. Et il s'est avéré qu'avec le temps, ils étaient capables de transférer les stratégies apprises et développées lors de l'apprentissage du français langue étrangère vers aussi la langue maternelle. Et encore, cette fois-ci, un outil. Cette fois-ci, ce n'est pas une méthode, mais juste un outil qui s'appelle le Cued Speech, le langage parlé complété, fonogeste en polonais, qui est un moyen pour les personnes sourdes de voir ce qui se passe sur les lèvres. Donc, qui facilite la lecture labiale. Tout n'est pas visible sur les lèvres, n'est-ce pas? C'est uniquement 30% du contenu verbal qui est lisible sur les lèvres. Donc, le reste, il faut deviner.
Le LPC n'est pas la langue de signes. C'est le langage phonique qui est codé. Donc, pour les traits qui apparaissent sur les lèvres, on ajoute les traits qui ne sont pas visibles. Pour imaginer en quoi ça consiste, j'aimerais vous proposer un film. J'espère que cette fois-ci, vous allez entendre les sons. Tout d'abord, merci à la codeuse LPC à gauche de l'écran qui répète ce qui est dit en langue parlée complétée et à l'interprète à droite qui traduit en langue des signes française. On a mis en place ce système pour que la vidéo soit d'une part accessible par tous et d'autre part pour que chacun puisse mieux comprendre la différence entre ces deux modes de communication. Donc, à droite, vous avez quelqu'un qui traduit en langue des signes. La langue des signes est une langue complètement autonome qui a sa grammaire spécifique, visuo-spatiale. Par contre, le codage en LPC, en langue parlée complétée, c'est toujours la langue phonique qui est visualisée sur les lèvres. Donc, c'est la lecture labiale avec ses supports. Ce support qui est très facile à apprendre. Vraiment, on peut apprendre juste quelques gestes qui se positionnent à côté du visage. Donc, avec ces gestes de la main qui accompagnent justement la parole, le discours phonique, on peut apprendre de manière vraiment très, très rapide. C'est très avantageux, surtout aux familles entendantes dans lesquelles il y a 90 ou même plus d'enfants sourds naissent dans les familles entendantes. Donc, il est vraiment, on ne peut pas exiger des parents qu'ils apprennent la langue des signes, qui est une langue extrêmement compliquée, surtout pour les personnes entendantes. Donc, pour communiquer de manière naturelle avec leurs enfants, on propose aux parents plutôt le codage qui facilite la lecture labiale. Donc, on est toujours dans la langue phonique qui facilite justement la lecture labiale et qui facilite aussi le développement de la conscience phonologique. Donc, on peut apprendre ce système de manière vraiment très rapide. Vous voyez que vraiment dans le monde entier, ce codage est proposé en tant qu'instrument de recherche, mais aussi en tant qu'instrument de soutien du développement de compétences langagières chez les personnes malentendantes, chez les personnes sourdes, mais aussi cet outil est proposé aussi dans l'enseignement des langues étrangères. En Pologne, c'est l'équipe de Ewa Domagała-Zysk de l'Université de Lublin, de l'Université catholique de Lublin, avec son équipe à laquelle j'ai le plaisir aussi de participer, avait examiné justement cet instrument, le Good Speech, comme instrument de support d'apprentissage de l'anglais langue étrangère. Elle avait fait cette recherche auprès des étudiants entendants et sourds, et il s'est avéré que la prononciation et la conscience phonologique étaient meilleures, dont le résultat était très positif, c'est 30%. Par rapport au groupe contrôle, il y avait justement cette amélioration de la prononciation et des compétences de type méta au niveau de l'articulation et la prononciation. Donc, actuellement, on essaye de proposer cet outil dans le cadre d'enseignement du français langue étrangère. Le programme va débuter l'année prochaine. C'est un programme mondial qui justement vise cette application du langage parlé complété au public ordinaire qui favorise justement surtout le public adulte, qui favorise l'apprentissage des langues étrangères. Une autre catégorie de recherche, maintenant des recherches directement ancrées dans le contexte glottodidactique, didactique des langues.
Donc, qui doit envisager déjà la situation de classe, la situation d'enseignement-apprentissage. Donc, ce qui est important dans ce cas, c'est justement personnaliser le parcours d'apprentissage à partir d'un diagnostic. Il faut faire un diagnostic du potentiel langagier pour après construire un programme, un parcours qui pourra satisfaire aussi ces besoins rééducatifs de l'enfant en situation de déficit du langage. Justement, le diagnostic pédagogique n'est pas suffisant, il est trop général, mais il est plutôt focalisé sur le comportement communicatif en classe. Donc, il y a tout un éventail de conseils à l'enseignant, comment il doit se comporter, en quoi consiste la communication avec cet enfant. Donc, le diagnostic orthophonique n'est pas suffisant non plus parce qu'il apporte uniquement un portrait général de cet élève qui a des troubles d'acquisition du langage. Il nous faut un diagnostic à partir duquel on peut justement proposer des démarches rééducatives en cours de langue étrangère. Donc, il faut aussi un diagnostic simple, hein, un diagnostic qui est dans l'auteur et l'enseignant de langue, qui n'est pas un orthophoniste, qui n'est pas spécialiste dans le domaine, mais qui est qui doit quand même faire quelque chose avec ces idées d'enseignement. Donc, pour ce faire, on peut proposer une tâche de réformulation qui est suivie d'un entretien avec l'élève. Donc, il y a deux étapes de cette recherche. D'abord, la tâche de réformulation qui vise la réformulation d'un texte, plus long qu'une phrase, dans un texte, dans la plupart des cas, un texte narratif. Cette tâche a été exploitée comme stratégie d'observation de progression en langue par les élèves ordinaires dans différents projets, par exemple dans le projet dirigé par Claire Martineau et Urszula Piotrowska, Bernadetta et moi, dans le cadre d'évaluation des compétences et de changement des capacités réformulatives aux enfants ordinaires. Par contre, avec une collègue, nous avons proposé aussi cette tâche de réformulation au public atteint de différentes difficultés. Dans le cadre du projet qui s'appelait l'acquisition de la complexité linguistique par les enfants en difficulté du langage. Ce qui était important aussi, qu'on voulait non seulement savoir comment l'enfant reformule un texte et quelles erreurs apparaissent, mais on voulait savoir pourquoi. Pourquoi c'est comme ça et pourquoi, qu'est-ce qu'on peut proposer justement pour remédier à ce type de difficultés. Donc, on avait proposé à la tâche de réformulation pour faire cet exercice, on avait proposé un texte. Je vais revenir encore sur d'autres diapositives, mais j'aimerais d'abord présenter le texte à proposer, qui a été proposé, une histoire d'un garçon qui aimait bien le chocolat, donc on a profité, il a mangé du chocolat, il a vidé la boîte plein de chocolat, puis il a rempli cette boîte des insectes, etc. Donc, une histoire relativement drôle et simple. Et les enfants, la tâche des enfants consistait à reformuler par écrit cette histoire. Et j'aimerais juste vous donner quelques exemples de reformulation de ces élèves. Donc, ce qui est frappant, c'est justement une énorme variété de réponses. Comme par exemple, juste quelques mots qui ont été cités, des phrases et jusqu'à la production très correcte, très satisfaisante. D'ailleurs, l'auteur de ce texte, c'est un enfant atteint de la surdité profonde. Donc, vraiment, c'était surprenant qu'il était capable
de faire justement cette reformulation de manière tellement complète. Les observations de cette expérience consistaient notre tâche en tant que chercheuse consistait à détecter dans la production des enfants des constructions complexes. Je dois ajouter que la reformulation a été faite en langue anglaise et en langue polonaise, justement pour savoir s'il s'agit de difficultés de compréhension ou plutôt de difficultés d'expression. Parce qu'il peut arriver que l'enfant comprend le texte, mais il n'arrive pas, il n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir exprimer ce qu'il avait compris. Donc, c'est pour cette raison qu'on avait proposé cette reformulation dans les deux langues. Ce qui était intéressant et ce qui confirme aussi des observations psycholinguistiques, que les enfants, les constructions complexes apparaissent parfois dans la langue étrangère et ils sont toujours absents dans la langue polonaise, donc dans la langue maternelle. Là, vous avez par exemple un exemple de reformulation. On poczuł się, zjadł, poprosił o więcej dans le juxtaposition. Et en anglais, on a then. Donc là, cet élément langagier apparaît en langue anglaise, n'apparaît pas dans la langue polonaise. Et donc, pour cette raison, il y a un entretien avec l'élève pour s'assurer que ce n'est pas par hasard, pour savoir pourquoi, pour expliquer, pour montrer justement à cet élève le transfert entre les langues, la comparaison entre les langues. On peut vraiment se baser sur d'autres informations qui sont apportées par les éléments ajoutés à la production des élèves. Là, par exemple, un élève avait mis dans sa production le mot fortepian en polonais, qui n'était pas dans le texte de départ. Donc, c'est complètement hors de l'histoire qui a été lue, qui a été présentée. Probablement, il avait fait un lien avec le mot qui apparaît dans le texte de départ, cupboard. Donc, probablement, il avait mélangé ces deux termes. Mais pour savoir, il faut parler avec l'enfant, justement. Donc, on ne peut pas décider. Nous pouvons observer, mais pour savoir, pour être sûr, il faut parler avec l'enfant. Aussi, ces éléments ajoutés montrent que les enfants se basent sur le savoir général. Donc, ils sont capables de profiter du savoir général, des compétences générales et de la compétence discursive aussi pour compléter l'histoire. Donc, il y a des stratégies compensatoires qui sont utilisées par eux. Donc, c'est très positif. Bien évidemment que la tâche après consiste à assurer l'enfant que vraiment c'est très propice dans l'apprentissage de langue, l'utilisation de ces stratégies. Donc, ça, je crois que vous pouvez voir maintenant que les portées du fonctionnement en langue à partir des observations de cette expérience sont plus riches que uniquement les observations qui concernent le corpus, la manière de s'exprimer, soit la manière de fonctionner en langue, qui ne touche que ce qui est manifestable. Donc vraiment, il faut parler avec l'enfant pour savoir les vraies raisons du fonctionnement en langue, l'appui sur lequel il se base pour fonctionner en langue. Encore un exemple, cette fois-ci des recherches plus anciennes, c'était encore l'époque où fonctionnait le collège, gymnasium. Donc, justement, à cette époque, j'aurais pu faire des recherches sur le français langue étrangère et non sur l'anglais langue étrangère. Mais quand même, les résultats étaient pareils dans la reformulation des enfants. En français langue étrangère et en polonais langue étrangère, on a pu observer que dans quelques cas,
La construction complexe était présente dans le discours, dans les reformulations en langue française, et ils étaient absentes dans la reformulation en langue polonaise. Par exemple, ici, dans la reformulation de Ola, il y avait pour, donc la causalité. Par contre, là, dans la reformulation en langue polonaise, odpuki, dopóki, donc c'est positif parce que c'est créatif, etc. L'enfant s'est débrouillé, donc il a cherché une solution, mais en tout cas, la causalité n'était pas directement présente, n'était pas manifestée dans le langage. La même chose dans la production, le même phénomène a été observé dans la production d'un garçon, Adam, dans la produkcja polonais. Tomek chciał się nauczyć w rozmowie z żyjątkami, to znaczy musi wiedzieć wszystko, co Tomek chciał to wszystko wiedzieć. Par contre, dans la production en langue française, puisque Tom a parlé aux animaux, il veut, c'est tout. Donc, le mot puisque était présent. On pourrait justement parler avec l'enfant pour qu'il puisse aussi exprimer une causalité en langue polonaise, pour qu'il puisse trouver un moyen linguistique pour pouvoir l'exprimer en langue polonaise. Les observations générales des expériences avec l'utilisation de la tâche de reformulation sont les suivantes. Les séquences potentiellement acquisitionnelles sont présentes dans la production des élèves dans les deux langues et parfois elles surviennent comme première en langue étrangère. Ça peut nous surprendre, mais quand même, ceci dit que cette observation de type méta est quand même présente chez les enfants en situation de déficit. Les étapes de développement de la compétence narrative ne sont pas typiques. Donc, les enfants en déficit du langage, en situation de déficit, peuvent nous surprendre aussi parce qu'ils ne passent pas par les mêmes étapes que les enfants ordinaires, dans le sens qu'ils ne passent pas par exemple, si nous parlons de la reformulation, ils ne passent pas par les catégories de reformulation que nous avons observées chez les enfants, ordinaires, comme la répétition, le changement de sens et les paraphrases. Donc, non, les enfants en situation de déficit, il y a des fragments où il y a des reformulations complexes et il y a encore d'autres fragments où vraiment ce n'est pas, on ne peut pas observer les manifestations de construction complexe. La même chose avec la narration. On ne passe pas par la présentation des héros vers l'explication. Parfois, il y a cette explication, mais il n'y a pas de moyens linguistiques pour pouvoir exprimer quelques relations logiques. Parce que tout simplement, il n'y a pas de moyens linguistiques pour pouvoir le faire. Les stratégies compensatoires relèvent souvent de la compétence discursive et du savoir général, ce qui est aussi intéressant qu'on peut justement développer à tout prix le savoir général de ces enfants pour qu'ils puissent développer aussi les stratégies compensatoires dans le fonctionnement en langue. La conclusion générale de toutes ces recherches psycholinguistiques, pédagogiques et glottodidactiques est que vraiment, il est difficile d'établir un rapport direct entre l'enseignement d'une langue étrangère et la maîtrise de la langue maternelle. Vraiment, c'est difficile à prouver, à démontrer. Par contre, il est prouvé que la façon d'enseigner a un impact important sur le transfert entre les langues et c'est le plus important parce que c'est aussi un moyen de rééducation des enfants en situation de handicap et ce sont aussi des chances pour qu'ils puissent développer les compétences cognitives, ce qui est une vocation de prime importance en didactique de langue adressée aux élèves en situation de déficit. Pour clore avec cette invitation pour que cette discipline dialogue
s'inspirent, enrichissent l'appareil méthodologique, s'appuient sur les résultats qui sont transférables et qui ouvrent d'autres voies d'observation du fonctionnement linguistique des élèves en situation du déficit. C'est aussi une citation qui caractérise la situation de classe de langue, qui est ici comparée à un laboratoire social où l'objectif de prime importance est la prise de conscience du fonctionnement en langue, de développement personnel, pour que les enfants puissent sortir du milieu personnel et découvrir l'autre. Donc, cette découverte de l'autre est résumée dans un ouvrage Niezwykłe dziecięce języki, langue non ordinaire, les enfants extraordinaires, qui raconte l'histoire d'une classe exceptionnelle, 8 ans d'expérience, donc ce sont des études de cas, où on avait observé la progression du développement de compétences en langue des élèves avec différents déficits. Des élèves autistiques, des élèves dyslexiques, des élèves sourds, parce que c'est l'histoire d'une classe où il y avait justement ces enfants qui travaillaient aussi, qui apprenaient aussi avec les enfants, avec une enfant anglophone. Donc, ce n'est pas un handicap, bien évidemment, mais quand même, c'était intéressant de voir comment cette fille peut fonctionner dans la classe qui ne connaissait pas le polonais. Elle ne connaissait pas le polonais, la fille. Il y avait un garçon sourd qui utilisait la langue des signes. Il y avait un garçon sourd qui était oralisé, donc qui utilisait la langue phonique. Donc, toute l'hétérogénéité de cette classe avait quand même un avantage de développer les attitudes vraiment d'acceptation et des stratégies du comportement acceptable, mais aussi réellement communicatif, relationnel avec l'autre. Donc, le livre vient de paraître. Merci, c'est tout. J'achève ma communication avec ce grand merci pour votre patience pour ce matin triste aujourd'hui, mais quand même qui ouvre l'invitation pour quand même un dialogue, pour dialoguer sur le champ de recherche, mais aussi pour dialoguer avec l'autre, bien que la langue, parfois pour nous, n'est pas connue. Merci bien. Encore des références bibliographiques, si vous voulez jeter un coup d'œil. Merci bien. Merci Kasia. C'est à nous de te remercier pour cette fascinante conférence, pour nous ouvrir les yeux, même si on est impliqué souvent dans les lectures, dans les analyses. Je pense que ça ouvre vraiment les yeux, ça montre à quel point nous sommes encore dans des mythes, dans des préjugés des fois. Donc, plus on en parle, mieux on est préparé à affronter ensuite des situations vraiment très compliquées, très complexes. Merci surtout pour les analyses vraiment approfondies et les exemples. Moi, ça me montre toujours l'impact des activités linguistiques sur le développement holistique de l'apprenant. Je vous invite à faire des remarques, à poser des questions à notre conférencière. Je pense que nous avons un petit moment encore d'interaction qui peut poursuivre ce sujet.